Bonjour. Beaucoup l'ont vu comme un camouflet envers Vladimir Poutine. La victoire en Arménie du parti au pouvoir Contra-Civil consacre l'orientation impulsée par le Premier ministre depuis 2018. Nikol Pachinian, qui s'est rapproché des Occidentaux, a cherché à régler le conflit avec l'Azerbaïdjan et à préserver ses liens avec la Russie tout en s'émancipant du joug de Moscou. Autant dire un exercice délicat dans un pays longtemps martyr et fragilisé par les atteintes à son intégrité territoriale. Les élections législatives auxquelles on vient d'assister sont-elles le prélude à une nouvelle défection d'une ex-république d'Union soviétique? Avec nous pour y répondre, la journaliste Faustine Vincent. Vous couvrez l'Arménie pour le journal Le Monde. Mais revenons d'abord en détail sur la victoire du parti du Premier ministre Contra-Civil aux élections qui avaient lieu le week-end dernier. C'est un sujet de Bilal Tarabeh. C'est une victoire sans appel. Près de 50% des voix pour Nikol Pachinian et son parti Contra-Civil. Dès le milieu de la nuit, le Premier ministre sortant revendiquait la victoire et s'engageait à œuvrer pour la pacification des relations avec les pays voisins. Le peuple arménien a voté pour la paix, la prospérité régionale et la coopération. Et j'espère que cela suscitera des réactions positives de la part de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Ce scrutin faisait figure de test pour le Premier ministre au pouvoir depuis 2018. Ces dernières années, il a œuvré au rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne et les États-Unis, au détriment de son protecteur historique, la Russie. Nikol Pachinian reproche notamment à Moscou son manque de soutien dans la guerre face à l'Azerbaïdjan, ayant entraîné la perte du Karabakh en 2023. Le milliardaire russo-arménien Karapetyan, assigné à résidence pour incitation à renverser le pouvoir, s'est rendu aux urnes sous escorte. Il a fait campagne contre la normalisation des relations avec l'Azerbaïdjan et souhaite renforcer les liens stratégiques et économiques avec la Russie. Il me semble que les Russes ont leur propre intérêt et qu'ils mènent leur politique de manière cohérente. Cela n'a rien à voir avec Pachinian, avec moi, ni avec quelque force politique que ce soit. Selon la commission électorale, le taux de participation s'est élevé à 59%. Faustine Vincent, c'est un triomphe pour Contra-Civil ou bien une surprise de voir les partis pro-russes aussi haut? Ils ont totalisé ensemble un peu plus de 30% des voix. Alors oui, c'est une victoire très nette pour Pachinian. Il était crédité, selon les sondages, d'à peu près 30%, 32% des voix. L'opposition, c'est vrai, fait aussi un meilleur score qu'attendu. Après, il faut rappeler qu'il y avait beaucoup d'indécis avant le scrutin. C'était à peu près 30%, avec des gens qui se sont décidés vraiment à la dernière minute. Donc c'est possible aussi que ces voix finalement se soient reportées sur l'opposition, plutôt par un vote anti-Pachinian que par vote en faveur du maintien de liens avec la Russie. C'est-à-dire qu'on peut voter pour un parti pro-russe sans être forcément dans cette logique-là, mais plus parce que Pachinian est assez clivant aussi en Arménie. Qu'est-ce qui a le plus pesé dans cette élection? Des considérations intérieures, économiques ou sociales, ou bien le contexte à la fois régional et international? C'est le contexte international et régional d'abord. C'est-à-dire que le pays est vraiment à un moment clé de son histoire. Depuis la chute du Haut-Karabakh, la fin de la guerre, tout a changé en fait dans la configuration. Donc il y a une révision complète à la fois de ce que c'est que l'Arménie aujourd'hui, dans ses frontières actuelles, de sa politique étrangère. Il faut trouver aussi de nouveaux partenaires parce qu'on voit que la Russie est aujourd'hui un partenaire défaillant, voire une menace, et d'où la politique de Pachinian de s'ouvrir et de normaliser les relations avec ses voisins. Mais donc cette dimension-là a énormément compté dans le scrutin, même si ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas cette composante sociale, économique. Mais en tout cas, cet aspect géopolitique a été crucial dans le vote. Avec un pouvoir sortant qui a pu être critiqué pour la perte du Haut-Karabakh, mais en même temps soutenu par les Occidentaux, Marco Rubio, J.D. Vance, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen. Oui, parce qu'il est perçu comme pro-européen, justement, parce qu'il est perçu comme un démocrate, contrairement à l'opposition, qui a un mode de gouvernance beaucoup plus autoritaire, qui est issu de l'ancien clan au pouvoir pro-russe, avec des méthodes qui ont rebuté les Arméniens, donc elle est très impopulaire. Donc Pachinian incarne aussi ce renouveau de l'Arménie, avec cette logique de pacification, qui n'est pas du tout celle de l'opposition, qui est au contraire dans une logique de confrontation avec ses voisins et de rapprochement.
uniquement avec la Russie. Or, l'Arménie est devenue un élément de cette bataille plus large entre la Russie et l'Union européenne. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait ce soutien des Français et des Américains pour un autre projet dont on parlera, qui est le projet de la route Trump, qui est un vaste projet commercial qui va changer aussi la configuration de la région. Oui, on en parlera notamment dans la relation compliquée avec l'Azerbaïdjan, le voisin et adversaire. Comment réagit-on à Erevan à ces résultats, Tali Nounjan ? Une atmosphère post-électorale très calme en Arménie, sans mobilisation populaire pour critiquer les résultats de ces élections, même si ces résultats ne plaisent pas aux partis d'opposition qui accusent le gouvernement de fraude massive. Parmi ceux qui vont faire leur entrée au Parlement, on trouve l'Alliance Arménie forte du milliardaire pro-russe Samvel Karapetyan et l'Alliance Arménie de Robert Kocharyan, qui fait partie des élites oligarchiques qui ont été chassées du pouvoir lors de la révolution de velours de 2018. Ces élections se sont tenues dans un contexte d'arrestation massive de membres de l'opposition et d'activistes pour des accusations notamment de fraude et de distribution de pots de vin. Alors en attendant que les preuves soient toutes rendues publiques, ce qui inquiète les analystes et certains membres de la société civile, eh bien, c'est la quantité de ces arrestations et leur calendrier qui font craindre un abus de pouvoir de la part de Nicole Pachinian et la crainte aussi que ces pratiques ne se normalisent. Et dans ce paysage-là, eh bien, la société civile arménienne a du mal à faire front, à s'organiser et agir comme un réel contre-pouvoir. La faute, entre autres, à des décennies de conflits avec le voisin azerbaïdjanais qui a traumatisé un pays tout entier. Faustine Vincent, cette troisième victoire pour contrat civil, elle marque l'ancrage dans la démocratie de l'Arménie aujourd'hui ? Oui, et c'était aussi l'un des enjeux, c'est-à-dire sur le mode de gouvernance. Pachinian, quelles qu'en soient les critiques aujourd'hui sur les dérives autoritaires, qui sont contestées d'ailleurs, oui. Ces critiques-là, œuvre de façon infiniment plus démocratique que ses prédécesseurs. Malgré le populisme, malgré le risque de personnalisation du pouvoir derrière sa personne ? Oui, malgré ça. D'ailleurs, là, le scrutin a été reconnu comme free and fair, donc il n'y a pas eu de violation. C'est fiable. Hein, voilà, fiable. Et puis, pareil, moi, pour avoir discuté avec des analystes, parce que c'est compliqué aussi de trouver des analystes qui ne soient pas partiaux, mais en tout cas, sur les accusations d'autoritarisme, c'est aussi rejeté par une partie des analystes qui expliquent que non, en fait, c'est l'opposition qui se comportait de façon non démocratique, avec des méthodes qui sont susceptibles de valoir de l'emprisonnement, ou en tout cas, à minima, une enquête. On note d'ailleurs à Erevan la présence d'un électorat qui n'a voté ni pour contrat civil, ni pour les listes pro-russes. Hein, ça représente quand même un tiers des électeurs. C'est un gage de pluralisme, ça ? Oui, alors après, sur l'opposition, elle est encore vraiment très faible, très morcelée. Le pluralisme, il y a encore une vraie marge de progression. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'Arméniens qui se plaignent de ne pas avoir d'alternative crédible dans l'opposition. Et c'est aussi pour ça que Pachinian a gagné de façon assez nette. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui, un peu par pragmatisme, parce qu'en face, il n'y avait rien qui était suffisamment convaiquant. Avec une forme de dépit aussi, si on comprend bien. Oui, beaucoup de dépit. Il y a vraiment beaucoup de dépit pour une partie de la population, y compris parmi les votants pour Pachinian. Vous évoquez les méthodes contestées de l'opposition, en particulier. Eh bien, pourtant, les accusations, les soupçons de manipulation et d'ingérence extérieure sur ces élections n'ont pas manqué des deux côtés du paysage politique, Maya Neysiatagan. Et oui, de la désinformation en provenance des candidats, mais aussi de l'extérieur, d'Azerbaïdjan, de Turquie et surtout de Russie. Vous le voyez sur ce graphe, le Kremlin a commencé son opération 8 mois avant les élections et fin mai, c'est près de 400 contenus de désinformation qui ont été repérés. Le chiffre définitif devrait dépasser le précédent record, pour ainsi dire, celui qui concernait la Moldavie avec les élections de 2025. Alors parmi les méthodes utilisées par le groupe pro-russe Matrioshka, il y a l'usurpation d'identité de sites crédibles internationaux comme Libération ou encore comme France 24 pour créer de faux articles, de faux reportages, notamment avec l'aide de l'intelligence artificielle. À chaque fois, dans la quasi-totalité de ces contenus, une victime, le Premier ministre Nicole Pachinian, qui est accusé par le Kremlin d'être inapte au pouvoir pour des raisons médicales, par exemple, accusé aussi de fraude électorale, accusé également d'agression sexuelle. Et Pachinian était également accusé de préparer
une guerre contre la Russie, poussée par selon ses faux contenus par les Européens et notamment par la France, à l'image de ce faux reportage qui a été attribué à la BBC où on aurait vu des troupes françaises, l'arrivée de la Légion étrangère en Arménie. C'était faux, bien évidemment. C'est toujours très difficile de savoir l'impact de ces opérations de désinformation, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'au final, les électeurs ont renouvelé leur confiance à Nicole Pachinian. Oui, il faut dire qu'on s'y attendait, Faustine Vincent, à voir ce déluge véritablement de fausses informations. Le pays est durablement fracturé, en tout cas c'est ainsi qu'il apparaît au sortir de ces élections, par ce climat de suspicion généralisée qui entoure les scrutins. Il y a une vraie polarisation de la société. Après, sur les tentatives de déstabilisation, elles venaient en effet très clairement de la Russie. Mais ce que je trouve intéressant, et qui se doublait parce qu'il y avait la désinformation, mais il y avait aussi des mesures de rétorsion économique qui ont été très fortes. Après que Pachinian a accueilli à Erevan le sommet pour la communauté politique européenne et Volodymyr Zelensky, ce qui a été perçu comme une provocation, et le premier sommet bilatéral Union européenne-Arménie. Et donc, la Russie, à partir de là, a vraiment multiplié les tentatives d'intimidation et les menaces parfois à peine voilées de Vladimir Poutine, disant qu'en Ukraine, ça a commencé pareil, avec la tentative de l'Ukraine de se rapprocher de l'Union européenne. Et ce que moi j'ai constaté sur le terrain, c'est que les gens, en fait, étaient très agacés par ces mesures d'intimidation de la part des Russes, et que certains qui ne voulaient pas voter Pachinian au départ comptaient finalement le faire parce que, en fait, non, ils considéraient que c'était un choix souverain de l'Arménie, que c'était à elle de décider et que, en gros, la Russie n'a pas à se mêler de ses affaires intérieures. Les Européens, eux, s'en sont mêlés d'une certaine manière avec ce sommet organisé à Erevan qui a beaucoup fait parler à la fin du mois de mai. Est-ce qu'il n'y a pas là, tout de même, comme l'a indiqué la Russie, une forme d'ingérence ? Alors, en un sens, ingérence. L'Union européenne, je ne suis pas sûre qu'elle... Si, elle a soutenu effectivement Pachinian directement. Puis la communauté politique européenne. Oui, la communauté politique. C'est un signal politique fort, en fait. Encore une fois, il s'agit d'une bataille qui dépasse l'Arménie. C'est un élément de l'affrontement de la Russie avec l'Union européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine et plus largement contre l'Occident que mène la Russie. Donc oui, c'était une façon de soutenir ce pays qui essaye de s'émanciper de la Russie sans couper les liens pour autant, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'une rupture nette, ils n'ont pas encore les moyens, et il y a une approche très pragmatique. Ou il y a une véritable volonté, d'après vous, de la part de Nicole Pachinian, d'aller au bout de cette émancipation ? Alors au bout, en rompant avec la Russie, à terme probablement, en tout cas en l'état, il répète que ce n'est pas le cas, il souligne qu'il essaye de faire au mieux pour ménager la Russie, pour éviter que la colère se retourne contre lui, et qu'il puisse effectivement être victime. Enfin, c'est l'un des propagandistes du Kremlin qui a quand même menacé l'Arménie d'une opération militaire spéciale, par exemple, Solovyov. Donc il s'agit d'essayer de diversifier les alliances, pas exclusivement en se tournant vers les États-Unis et l'Europe, mais aussi avec les pays du Golfe, par exemple, avec l'Inde, avec parfois la Chine. Donc il y a vraiment toute une stratégie de diversification des alliances qui relève effectivement d'une stratégie d'émancipation de la Russie. Et c'est pour ça qu'elle est soutenue par les Européens et par les Américains, mais pas de rupture nette. Une résolution parlementaire adoptée l'année dernière demande en tout cas au gouvernement arménien de faire route vers l'Union européenne. Quelle relation Bruxelles entend mettre en œuvre avec Erevan, Alix Le Bourdon ? Eh bien, ce qu'on observe ici à Bruxelles, c'est que ce virage européen était déjà très concret avant même le scrutin. Au printemps, la commissaire européenne à l'élargissement était en visite en Arménie et en mai, Erevan accueillait à la fois le sommet de la communauté politique européenne et le tout premier sommet bilatéral UE-Arménie. La victoire de dimanche vient donc confirmer une dynamique déjà bien engagée sur le plan institutionnel. Et concrètement, il y a déjà plusieurs initiatives sur la table du côté de l'UE, un plan de croissance de 270 millions d'euros ainsi que plus de 2,5 milliards d'euros d'investissements mobilisés dans le cadre du programme Global Gateway. Mais la question qui reste ouverte, c'est celle de la dépendance arménienne. Le gaz, le blé et le combustible nucléaire proviennent encore largement de Russie. Moscou rappelle qu'une adhésion à l'Union européenne est impossible alors que l'Arménie est aussi membre de l'Union économique eurasiatique. Résultat, Nicole Pachinian doit jouer un jeu d'équilibre délicat, avancer vers Bruxelles, tout en évitant une rupture brutale avec Moscou. Comment se rapprocher de l'Union européenne sans sortir de l'Union économique eurasiatique ? Ne faudrait-il pas un jour que ce soit les électeurs arméniens eux-mêmes qui tranchent, Faustine Vincent ? Est-ce que c'est une idée, celle d'un référendum ?
Oui, c'est tout à fait une idée. Pachinian l'a dit. D'ailleurs, après, il répète que c'est pas le moment de choisir. Et le ministre des Affaires étrangères a aussi dit qu'à un moment, il faudrait faire un choix, parce que c'est compliqué, effectivement, d'être membre des deux. Mais qu'en l'état, ça n'est pas encore le moment. Et donc, le référendum, on verra dans quelques années. Mais donc, il y a effectivement cette stratégie d'équilibriste qui rend le pays aussi plus fragile. Moi, c'est ce que plusieurs électeurs m'ont dit. On disait, en fait, là, du coup, on s'éloigne de Moscou, mais on ne fait pas encore partie de l'Union européenne. Donc on est quand même très, très vulnérable. Or, l'Arménie, il faut rappeler que c'est un tout petit pays de 3 millions d'habitants qui est convaincu que, depuis des décennies, qu'il peut être attaqué à tout moment et qui cherche toujours un protecteur. Donc l'Union européenne peut être perçue comme un garant de sécurité, mais certainement pas pour demain. Les sanctions russes et éventuellement peut-être demain la menace d'une intervention militaire, puisque la comparaison est faite déjà avec l'Ukraine, peut-elle conduire les Arméniens à y réfléchir à deux fois pour rester dans le giron russe, finalement, et ne pas se rapprocher de l'Union européenne? Alors, pour une partie d'entre eux, oui, parce que la Russie est perçue comme être très puissante et du coup, comme une vraie menace potentielle avec qui il vaut mieux être de son côté que l'inverse. Mais encore une fois, il y a un sentiment anti-russe qui est vraiment très fort aujourd'hui, qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Et la perte du Haut-Karabakh, la passivité des forces russes d'interposition au Karabakh a été un facteur déterminant. Donc aujourd'hui, il y a ce souhait de se rapprocher de l'Union européenne, quel qu'en soit le prix, en essayant de faire en sorte, encore une fois, de ne pas déclencher une opération ou des mesures économiques trop fortes. Le fait que la Russie n'ait rien fait, lorsque l'Azerbaïdjan a annexé le Haut-Karabakh contre l'allié de la Russie, l'Arménie, a effectivement beaucoup choqué en Arménie même. Pour autant, ces partis qui disent vouloir absolument défendre et condamnent pour cela Nikol Pachinian pour le Haut-Karabakh sont précisément les partis pro-russes aujourd'hui. Oui, alors juste, le Haut-Karabakh n'a pas été annexé par l'Azerbaïdjan, parce que d'un point de vue international, c'était une partie de l'Azerbaïdjan. Mais la totalité, disons. Mais effectivement, il a récupéré, et donc aujourd'hui, justement, la perte du Haut-Karabakh est une des composantes majeures de ce vote, puisque ça redistribue complètement les cartes, et l'objectif, c'est effectivement d'essayer de oublier, en tout cas mettre de côté cet aspect historique pour pacifier les relations avec l'Azerbaïdjan. On va évoquer la question de cette perte justement du Haut-Karabakh, une défaite qui charrie son lot de réfugiés. Il serait 100 000 en provenance de cette région sur une population de 3 millions d'habitants. Reportage de Tallinn Oudjian. Artur fait partie de la communauté du Haut-Karabakh contrainte à l'exil. Après la reprise par l'Azerbaïdjan de ce territoire en 2023, 100 000 Arméniens ont dû fuir leur terre d'origine. Sur les réseaux sociaux, Artur est le porte-parole d'une frustration grandissante face au discours de haine à l'égard des réfugiés propagé par le Premier ministre Nikol Pachinian et ses alliés durant la campagne. Il les accuse d'avoir fui et causé la perte du Karabakh. Dans les commentaires de mes vidéos, je vois que les gens répètent la rhétorique discriminante de Pachinian. Beaucoup d'entre eux me font sentir que je n'ai pas voix au chapitre. Mais ce n'est pas parce que légalement nous ne pouvons pas voter que nous ne pouvons pas nous insurger contre ces propos. Pour voter, avoir un logement ou un travail stable, les réfugiés doivent demander un nouveau passeport arménien. Des ONG comme Hub Artsakh tentent de faciliter ces démarches, mais les infrastructures publiques sont saturées. Toute notre vie, on nous a fait croire qu'on était des citoyens arméniens et maintenant on nous force à ramer avec un long processus bureaucratique comme s'il fallait le prouver. Les réfugiés ont beaucoup de potentiel pour l'Arménie. Ce serait un danger pour le pays que de s'en passer. Faustine Vincent, le ressentiment monte au sein de la population arménienne envers ces réfugiés du Haut-Karabakh? Alors, il y a effectivement des tensions assez régulièrement entre les Arméniens de la République d'Arménie et les réfugiés, mais en même temps, il y a eu un accueil vraiment énorme quand ils ont dû fuir l'enclave en 2023, quand l'Azerbaïdjan a récupéré le territoire. Il y a vraiment le gouvernement et les Arméniens qui ont mis tout en œuvre pour accueillir au mieux ces Arméniens, ces réfugiés, dont ils partagent l'identité. Pour eux, le Haut-Karabakh, c'est le berceau de leur patrie.
patrie. Donc il y a cette espèce de gémellité qui a favorisé leur intégration et puis la prise de conscience aussi que c'était un traumatisme. Enfin, la perte du Haut-Karabakh est vraiment un traumatisme pour tous les Arméniens, pas seulement celui du Haut-Karabakh. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi là où tout le monde essaye de comprendre un peu à qui la faute. Pourquoi, qui a perdu le Haut-Karabakh, qui est à blâmer. Il y a eu beaucoup de manifestations contre Nicole Pachinian au moment de la perte qui sont du instrumentalisées par l'opposition aussi, parce que l'opposition attise au maximum aussi le ressentiment des réfugiés qui considèrent que Pachinian est responsable de la perte du Haut-Karabakh. Lui-même, il y a une altercation dans le métro qui a été médiatisée avec une réfugiée du Haut-Karabakh dont il rentre. Voilà, où ce genre de choses effectivement peut se produire, mais c'est exclusivement sur les discussions politiques, parce que sinon ça se passe bien, la cohabitation se passe bien, enfin il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais effectivement il y a ce clivage autour de la responsabilité de la perte de ce territoire. Une défaite qui permet en tout cas à Nicole Pachinian d'entrevoir un apaisement dans les relations avec l'Azerbaïdjan et son parrain régional et ennemi historique de l'Arménie, la Turquie, Mayana Issiatagen. Et oui, Nicole Pachinian prône la doctrine de l'Arménie réelle, c'est-à-dire respecter les frontières actuelles, perdre le Haut-Karabakh, perdre aussi le très symbolique mont Ararat, avec en échange la paix, bien sûr, mais surtout le développement économique. C'est ça que l'on trouve au cœur de l'accord de paix préliminaire qui a été signé en août 2025 par Bakou, par Erevan et puis au milieu sous l'égide de Donald Trump, bien sûr. L'accord inclut un large projet d'infrastructure, vous allez très vite le comprendre avec cette carte. C'est la route Trump dont vous suivez le tracé. Ici, elle part de l'Azerbaïdjan, elle relie l'Azerbaïdjan à son exclave ici, et ensuite elle se termine avec l'allié donc de l'Azerbaïdjan, la Turquie, et tout ça en passant par un territoire arménien que vous voyez ici, dans l'objectif aussi de renouer des relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie. Toute cette frontière, eh bien, elle est fermée depuis 3 décennies. Ça permet de rouvrir des routes commerciales pour Nicole Pachinian et donc de rapprocher l'Arménie des États-Unis, de l'Union européenne et mécaniquement eh bien, de permettre de l'éloigner, cette Arménie toujours plus, de Moscou. Mais pour signer cet accord définitif, eh bien, Bakou a une condition, c'est que l'Arménie retire de la Constitution la mention d'une réunification avec le Haut-Karabakh. Pachinian a déjà annoncé un référendum pour changer la loi suprême, mais le Parlement doit valider cette demande avec 2/3 des députés, sauf que souci, avec les dernières élections, le contrat civil de Pachinian n'a pas obtenu ce nombre de sièges et l'opposition, vous l'avez dit, reste farouchement opposée à cette demande et promet même un réarmement en vue de récupérer le Haut-Karabakh. Faustine Vincent, on comprend à quel point cette route Trump et cette réforme constitutionnelle sont indispensables pour parachever la réconciliation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, cette possibilité est bloquée, d'après vous, par la donne politique issue des législatives ? Pour ce qui est du référendum sur la Constitution, oui. Pour ce qui est de la route Trump, non, c'est dissocié. Donc, de toute façon, cette route qui est considérée comme un premier pas tangible vers la paix et à travers une convergence d'intérêts économiques, ça, c'est pas remis en question par le résultat. Et c'est aussi pour ça que Trump avait soutenu Pachinian, parce qu'il tient à ce que ce projet voit le jour, parce que les États-Unis en seront aussi bénéficiaires. Par contre, c'est vrai que pour ce qu'exige l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire une réforme de la Constitution, il n'y a pas le nécessaire. Pour l'instant, Pachinian dit on verra plus tard. C'est pas encore. En exigeant cette réforme constitutionnelle, en gros, abroger un article de la Constitution qui acte l'unification de l'Arménie et du Haut-Karabakh, est-ce que l'Azerbaïdjan n'est pas maximaliste à dessein ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de mauvaise foi dans la position aujourd'hui d'Ilham Aliyev ? Alors, il y a ce reproche qui est formulé effectivement que Pachinian fait beaucoup de concessions, qu'il obéit à Bakou, qu'il lui-même multiplie les exigences. Oui. C'est-à-dire qu'il tarde à signer formellement l'accord de paix qui a été initié en août dernier à Washington et qu'il rajoute à chaque fois des exigences, etc. Donc, il y a une espèce de dilution du processus qui nourrit la suspicion des Arméniens sur la viabilité et sur la sincérité de l'Azerbaïdjan, sur la volonté de faire la paix avec l'Arménie. Après, là, on voit qu'il y a quand même, dans le contexte géopolitique, une vraie convergence d'intérêts entre les États-Unis, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, qui est alliée de l'Azerbaïdjan, et que du coup, ils ont quand même intérêt à ce que cette route voie le jour et qu'ils ont quand même intérêt à ce qu'il y ait
pas d'affrontements qui reviennent. Donc on peut être dans un état de ni paix ni guerre qui pourrait durer longtemps, à l'avantage de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que si à un moment l'Azerbaïdjan change de braquet, il pourrait tout à fait retourner à l'affrontement. Il a des leviers très forts sur l'Arménie. Mais à ce stade, il semble que les signaux soient plutôt positifs. Mais par contre, c'est vrai que Pachinian est accusé par l'opposition, notamment, et par les réfugiés du Haut-Karabakh, de faire la paix à tout prix, et que cette paix ne serait pas une vraie paix, mais juste un apaisement de l'Azerbaïdjan qui reste tout à fait fragile. Et qui maintiendrait ses revendications, oui. Manifestement. C'est un fait en tout cas majeur de la mémoire collective arménienne qui joue bien sûr dans le climat de méfiance entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le génocide au cours duquel périrent près d'1,5 million d'Arméniens sur le territoire actuel de la Turquie, premier allié de l'Azerbaïdjan, un génocide perpétré il y a un peu plus d'un siècle. L'explication de France 2, c'était en 1982. 1914. L'Empire ottoman s'allie à l'Allemagne dans la guerre contre la France, l'Angleterre et surtout la Russie sur sa frontière. Des Arméniens se rangent aux côtés de la Russie, lèvent des légions de volontaires qui combattent avec les troupes du tsar. Pour les Turcs, c'est une trahison, un coup de poignard dans le dos. Et ils décident de déporter toute la population arménienne vers le sud, hors de la zone des combats. Cette déportation est épouvantable, à marche forcée pour les vieillards, les femmes, les enfants, sans nourriture, sans boisson. De plus, en cette période de grands troubles, les passions deviennent incontrôlables, on massacre furieusement. D'après les historiens turcs, les Arméniens ont perdu alors entre 500 000 et 1 million de morts. C'est devant l'énormité de ces chiffres qu'on a parlé de génocide. Pour les Arméniens, cette trahison, entre guillemets, n'est évidemment qu'un mauvais prétexte pour la déportation n'étant elle-même qu'un camouflage pour l'extermination du peuple. On possède nombre de documents étrangers, des rapports de diplomates, de missionnaires. Un exemple de ces documents, il provient du consul d'Italie à Trébizonde, Gorini. Dans une lettre écrite en français, datée du 3 septembre 1915, il écrit « Ils ont été expédiés comme tous les autres, de Trébizonde à l'intérieur, pour une destination inconnue. La règle est que, pendant la route, 2 jours de chemin de Trébizonde, on les assassinait tous. » Et plus loin, il ajoute « L'ordre secret était l'extermination de tous, sans exception. » Faustine Vincent, est-ce que la réconciliation 110 ans après le génocide est possible entre l'Arménie et la Turquie? Est-ce que l'Azerbaïdjan, finalement, n'est pas le dernier obstacle? En tout cas, c'est l'Azerbaïdjan qui dicte un peu le tempo pour l'ouverture des frontières entre l'Arménie et la Turquie. Après, l'Arménie n'a pas fait de la reconnaissance du génocide par la Turquie un préalable à l'ouverture des frontières. Ils sont dans une approche à nouveau très pragmatique en disant de toute façon les Turcs ne reconnaîtront jamais le génocide, donc il ne faut pas faire cette demande au préalable. Cette ouverture des frontières, en revanche, est vraiment très attendu côté arménien. Il pousse énormément depuis longtemps. Ça fait depuis 2022 qu'il en est question, puis ça a été retardé. Là, il y a à nouveau une poussée, donc on annonce à nouveau des dates. Bon, voilà, ça pourrait intervenir rapidement, mais encore une fois, c'est plutôt Bakou qui pourrait, qui va dicter le moment où la Turquie, qui est son allié, numéro 1, pourra lever les frontières. Mais il y a une vraie attente en termes de prospérité économique, en fait, de part et d'autre. Merci Faustine Vincent d'avoir été notre invitée pour parler d'Arménie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états.